Comme vous le savez, comme je l'avais dit hier matin, nous avions demandé à Lionel Trouillot de prononcer la conférence de fin de journée, pas de fin de colloque, puisque, vous le savez, nous continuons demain matin. Et donc de fin de journée, il avait accepté, on en était absolument ravis. Et puis, son voyage était prévu, organisé, et malheureusement, en raison notamment de la suspension du service d'hélicoptère de l'ONU pendant une semaine, service qui relie Port-au-Prince et Cap-Haïtien, Lionel Trouillot est obligé d'annuler son séjour. Il n'est donc pas parmi nous, il le regrette beaucoup, et nous encore plus. Très généreusement, il nous a envoyé, il s'est enregistré, donc il nous a envoyé la vidéo de sa conférence que donc nous allons projeter. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous présenter Lionel Trouillot pour la bonne raison que vous le connaissez toutes et tous. Simplement, je rappelle donc que c'est une des grandes voix de la littérature haïtienne contemporaine, à la fois poète, romancier, intellectuel engagé, essayiste. Pour ceux, si parmi vous, il y en avait qui ne l'avaient pas lu, bon, vous avez l'embarras du choix, mais étant donné les circonstances, lisez au moins Bicentenaire, publié en 2004, ou encore La parabole du failli, ou Antoine de Gaumière plus récemment. Donc voilà, une œuvre de toute façon absolument importante, mais aussi une réflexion sur l'histoire d'Haïti et sur la société haïtienne contemporaine. Et c'est plutôt sous cet angle, hein, la littérature ne sera pas absente, mais c'est surtout sous l'angle d'un intellectuel engagé dans son rapport à l'histoire haïtienne et notamment à l'histoire de la dette qui nous a envoyé cette conférence que nous allons donc maintenant écouter. Voilà. Et puis je ne reprendrai pas la parole après parce que je préférais vous laisser avec les mots de Trouillot. Comme il n'est pas là, on ne va pas engager une discussion de toute façon qu'on aurait eue avec grand plaisir s'il avait été là avec lui. Donc on s'arrêtera sur la fin de sa conférence et donc on se retrouvera demain matin pour deux tables rondes et deux moments de discussion à la fois sur les réparations et sur la situation actuelle d'Haïti. Voilà, je lui laisse la parole. Le moment inaugural de la fabrique d'un non-événement. Je ne suis pas historien. Le lieu où s'organise en moi ce qui cherche à se penser est d'abord le langage. Non dans une dimension abstraite, autotélique, mais dans ce à quoi se réfèrent ou ne se réfèrent pas les mots et les silences. Sans rien enlever à la valeur démonstrative des travaux de recherche sur les conséquences du paiement de la dette ou de la rançon, peu importe ici la terminologie, de l'indépendance, de la rançon de l'indépendance sur l'économie haïtienne, le développement d'Haïti, considéré comme retardé ou contrarié, la pauvreté de l'État haïtien, ils ne viennent qu'illustrer une évidence, démontrer quelque chose qui n'avait pas forcément à l'être. Sauf à considérer les citoyens français et occidentaux d'aujourd'hui comme des enfants auxquels leurs parents auraient caché des secrets de famille qu'il convient enfin de leur révéler. Révélation ou leçon de vérité que par souci du détail, on accompagne de son arithmétique au moyen de louables et laborieuses opérations de comptabilité. Il faudrait revenir à la notion de mauvaise foi, chère à quelqu'un qu'on s'acharne à oublier, voire assassiner, dans ce centre dont il occupait déjà la marge. Il suffit de relire sa préface à l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor. Qu'est-ce que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ses bouches noires? Qu'elles allaient entonner vos louanges? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent, et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vus.
écrivait Sartre en 1948. Indépendamment de ce que l'on peut reprocher à la négritude et des réserves qu'on peut formuler sur la lecture de Sartre de l'anthologie qu'il préface, et après avoir rappelé que l'indépendance d'Haïti ne fut pas donnée, il reste qu'il signale l'une des difficultés majeures pour l'Occident. Accepter d'être vu du lieu d'un regard portant sur l'objet regardé, une critique radicale. Ce saisissement d'être vu qui l'obligerait à se voir dans sa propre contingence est le lieu où l'Occident obstinément s'aveugle de sa mauvaise foi, où il persiste à se dire « ce n'est pas moi », tout en n'étant plus en capacité de convaincre qui que ce soit. Le monde le sait, l'Occident le sait, que son avènement se réalise dans un processus historique fondé à l'interne sur des mécanismes de domination de groupes sociaux sur d'autres, et à l'externe sur des mécanismes d'exploitation et de domination, usant de toutes les formes de violence dont ont souffert et souffrent encore d'autres communautés humaines. La multiplication des recherches sur les actions particulières, une dette ici, un massacre là, les richesses accumulées par les exploitations minières ou agricoles, les horreurs des systèmes plantationnaires et tout autre de ce type, présente à mes yeux un intérêt politique. Occuper l'espace public d'une manière telle qu'elle ne laisse aucune chance à la mauvaise foi, nul ne pouvant, devant tant de preuves à l'appui, prétendre ne pas savoir. Mais cet intérêt politique ne vaut qu'autant que de telles recherches occuperont vraiment l'espace public occidental. Tant que leurs résultats se communiqueront entre doctes et collègues dans les enceintes universitaires, les chercheurs pourront entre eux se contredire ou se complimenter, s'inspirer les uns des autres et être fiers de donner à leurs étudiants le goût de la recherche. D'un point de vue politique, ce ne sera jamais qu'un prêche à des convaincus. On voit le peu d'impact des recherches et institutions dites mémorielles sur la vie des peuples. Elles payent plus de voyages aux doctes, financent plus d'entre-soi d'experts qu'elles ne touchent des consciences par le biais de travaux, d'activités et de véritables espaces matériels ou symboliques de vulgarisation. À part les experts qui s'en occupent, qui suit ce qu'on appelle aujourd'hui la route de l'esclave. Qu'est-ce que cela change que nous tous ici puissions établir ce que nous avons établi, démontrer ce que nous avons démontré, si cela ne gagne pas la rue? La bataille politique à mener, et les universités semblent de moins en moins douées pour ce genre de bataille, quand pèsent sur elles les interdits dus à un contrôle de plus en plus strict et des mesures répressives de la part d'États dits démocratiques, est celle de la généralisation de ce savoir en Occident. La littérature fournit déjà de précieux matériaux pour installer un autre rapport à la mémoire. Imaginons l'intelligence du passé qu'aurait un occidental ayant lu dans son adolescence In the Castle of My Skin de Georges Lamy, Le pauvre Christ de Bomba de Mongo Betty, ou Saint-Monsieur Bali de Williams Sassine, Rosalie l'infâme d'Evelyn Trouillot, ou The Underground Railroad de Colson Whitehead. C'est une nécessité politique de mettre en circulation de manière massive de telles œuvres pour subvertir les mémoires et les imaginaires, humaniser l'Occident à autre chose que sa complaisante autofiction. C'est le premier point que je voulais aborder. La mauvaise foi de l'Occident dans l'occultation à ses propres yeux de souffrances humaines provoquées par le processus de son avènement. La nécessité de la lutte contre cette mauvaise foi par un militantisme de la vulgarisation
par tous les outils de communication s'adressant plus au peuple qu'aux institutions. Car on voit mal, à moins d'être à la fois savants et naïfs, les États capitalistes et les institutions mises en place par ces États contribuer à la critique radicale de leur genèse comme de leur actualité. Il faut reconnaître que, du point de vue des institutions françaises, il y a des progrès qui sont faits. La récente résolution prise par l'Assemblée nationale ne doit pas être ignorée et elle doit être saluée comme un acte politique de la part d'une institution française. Mais il faut bien considérer que les institutions, dans leur finalité, que l'État français, les États de manière générale, dans leur fonctionnement, ne pourront pas être les porteurs, voire les principaux porteurs de ce travail de défaite d'une certaine mémoire pour la reconstituer autrement. Cette mémoire qui va de l'avant, dont nous avons besoin pour habiter le monde ensemble, il ne faut pas s'attendre, ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur nature, à ce que ce soit les institutions françaises qui le fassent. Il faudra donc convoquer des deux côtés de l'Atlantique et dans le monde entier des institutions, des organisations, des regroupements, des pratiques, des discours venus d'espaces civils pour aller vers la constitution de cette mémoire qui mettrait les crimes historiques à égalité et qui permettrait ainsi justement au peuple de pouvoir se regarder dans les yeux et de construire ensemble un présent digne, égalitaire et un avenir éventuel. Le second point que je développerai sans doute de manière encore plus maladroite que je l'ai fait avec le premier, c'est que la dette ou la rançon n'est rien venu structurer dans les affaires haïtiennes. Elle n'a fait qu'accélérer une structuration en cours, faciliter la mise en œuvre de ce qu'on pourrait appeler un projet de classe. L'acceptation de la dette, son paiement, ne produisent pas de nouveaux rapports sociaux en Haïti. Ce n'est pas qu'ils n'ont point eu d'effet sur l'économie en général, les finances publiques, le niveau de développement. Tout cela a été savamment démontré ici même. Mais ils n'ont point défini les rapports de classe, l'organisation sociale, la fonction attribuée à l'État par les classes dominantes haïtiennes, les rapports entre l'État et la société. La dette, c'est un deal entre un État impérial et une classe dominante en formation. Si, côté France, la mauvaise foi consiste à refuser de voir et de penser les souffrances imposées à d'autres comme constitutives de son développement capitaliste, côté haïtien, elle consisterait à mettre au compte de cette dette les structures inégalitaires, les mécanismes d'exploitation, de domination et d'exclusion interne, le processus de rupture avec les intérêts des masses populaires qui est constitutif de la société et de l'État haïtien depuis au moins 1806. C'est dans la logique de la constitution de cet État-là qu'intervient ce que j'ai appelé plus haut le deal, un anglicisme aux connotations triviales, mafieuses, platement pragmatiques et vulgaires. Dans mes modestes recherches dans le domaine littéraire, j'ai toujours été frappé par ce que j'appelle la rime manquante dans la poésie haïtienne du XIXe siècle. À un moment où le paradigme de l'imitation domine quasiment sans appel la production poétique haïtienne, les rimes avec liberté existent. On trouve en 1820 une rime liberté-fraternité, dans le sens de l'unité entre, je cite le poème, fils de Mars, entendez, militaires christophiens et pétionnistes ayant fini de se faire la guerre. On peut lire ce poème publié dans le journal L'Union comme la proposition d'un accord de principe entre oligarques ayant en effet fini de se faire la guerre et pouvant désormais passer ensemble à autre chose. Fraternité dans la direction politique et le pouvoir économique.
Mais il faudra attendre la toute fin du 19e siècle pour trouver la rime manquante, liberté, égalité, dans un poème d'Oswald Durand, avec un vers à la fois prescriptif et prémonitoire, l'indépendance est éphémère, sans le droit à l'égalité. La question de l'égalité citoyenne n'est pas posée dans la poésie haïtienne du 19e siècle, elle n'est pas posée ailleurs non plus dans le langage produit par les oligarchies haïtiennes. On peut aussi s'interroger sur la place inaugurale de la reconnaissance de l'indépendance Haïti obtenue par la dette dans la prolifération des mariages entre familles bourgeoises haïtiennes et citoyens étrangers, allemands, français en particulier. Avec cette possibilité de coopération, le capital haïtien se blanchit et dans ses rapports avec le reste de la société, le signe de sa distinction devient l'éloignement, phénotype, espace, pratique, symbolique. On peut encore documenter l'absence de politique de service avant la dette, comme l'absence de politique de fortification, une rupture nette avec la politique de Jean-Jacques Dessalines. Au moment où il se prépare à signer, il ne faut pas faire semblant d'oublier qu'il se préparait à signer depuis déjà quelques années. L'État haïtien ne dépense pas son argent à fournir des services à la population. Il entretient une armée imposante en nombre sans qu'on puisse dire à quelle fin. Repousser une éventuelle invasion, exercer un contrôle militaire sur la population, politique d'emploi et de contrôle social, en entretenant une soldatesse inoccupée. Nombreux les soldats, mais on n'est plus à l'époque où Dessalines érigeait le fort dit de la fin du monde, et on n'est certainement pas à une époque où l'on se soucie de la santé ni de l'instruction publique. Le caractère odieux du chantage imposé par la France, il s'agit bien de chantage. Il y a une menace de violence si vous ne faites pas ci. Ce chantage-là ne justifie pas en soi la réponse au chantage. Et il n'est pas dit non plus que tout dirigeant haïtien aurait eu la même réponse. Revenons à cette idée que les actes politiques sont aussi déterminés par les choix profonds de leurs porteurs. Je persiste à dire, je ne suis pas le seul, on voit mal Dessalines dans sa logique de rupture totale céder à un tel chantage. On peut encore se demander ce qu'il faut entendre par reconnaissance d'Haïti. Qu'est-ce qui est reconnu et qu'est-ce qui est nié conjointement par les parties signataires? Ce qui est nié conjointement par l'État français et l'oligarchie militaro-marchande haïtienne, c'est la radicalité de la révolution haïtienne, le principe même de la victoire, ce qui faisait son inacceptabilité pour les puissances coloniales capitalistes et son attrait éventuel pour les colonies et les personnes esclavagisées. Comment les historiens haïtiens ont-ils pu, dans leur majorité, accorder si peu d'importance à la censure sur toute référence à Jean-Jacques Dessalines jusqu'en 1843, comme s'il ne s'était agi que d'un détail sans signification majeure? Pourquoi ont-ils eu si peur d'interpréter cette censure? L'enterrement de Dessalines à l'heure du deal par l'oligarchie haïtienne est une procédure d'exclusion allant de pair avec la construction en Occident du mythe de sa sauvagerie et de son incompétence. D'un côté, le taire, de l'autre, le disqualifier. On peut aussi mentionner que le chef d'État haïtien le plus moqué en Occident fut étrangement sous Louq celui qui refusa durant son règne d'honorer le paiement de la dette.
J'en arrive à des questions que je voudrais me poser à moi-même et poser à cette auguste assemblée. Faire les comptes, certes, mais entre qui et qui? Et faire des calculs nous dispense-t-il de la question qui me semble essentielle? De quoi l'acceptation du deal est-elle le symptôme? L'enjeu, s'il s'agit de lutter pour transformer la vie des peuples, n'est-il pas d'interroger à la fois le deal et son acceptation? Si nous ne posons pas ces questions, d'éventuels transferts d'argent, improbables d'ailleurs, entre les mêmes acteurs et à l'intérieur des mêmes structures, capitalisme central, capitalisme périphérique, s'effectueront dans cette logique de continuité qui a mis hors jeu les acteurs populaires de la révolution haïtienne et qui a rendu impossible la constitution d'une fiction nationale habitable pour l'ensemble des Haïtiens, ce que certains sociologues appellent une sphère commune de citoyenneté. Cette sphère commune ne pouvait se dessiner qu'en tenant compte de la culture populaire, de l'organisation sociale souhaitée par les masses, et elle ne pouvait non plus se développer sans l'assurance par l'État d'un minimum de services. L'acceptation du deal par l'oligarchie haïtienne, c'est la mise en veilleuse de tout idéal populaire et de toute construction nationale. C'est à partir du deal que Haïti devient non pas le pays de son oligarchie, mais seulement son commerce. Aujourd'hui, paradoxalement, l'événement historique est devenu la dette, non la révolution haïtienne. Il faut restituer la révolution haïtienne dans son statut d'événement majeur que, à coups de francs or, des deux côtés de l'Atlantique, on a voulu réduire à un non-événement. Il faut lui restituer son statut de victoire, partir pour penser les conflits entre sociétés dominantes et sociétés dominées, de son unicité qui peut encore être exemplaire. Il faut, en plus des calculs, penser ce qui s'est installé en Haïti à partir de l'acceptation de la dette, le paradigme de l'imitation dans les milieux urbains et les espaces de pouvoir. Dans tous les domaines, l'éducation, les mœurs. Aujourd'hui, les modèles économiques et les parodies de démocratie formelle. Nous ne payons pas que cette dette à faire d'argent, nous payons son acceptation. Les missions à n'en plus finir en sont le prolongement. La perpétuation de pouvoirs autoritaires contre tout élan revendicatif et laxiste face aux pratiques de rente des dominants en est le prolongement. Parlant de l'occupation américaine, Jacques Roumain s'écriait « Mais hélas, à quelle perfide et habile alchimie à rebours ne s'est-on livré depuis 1915 ? L'habile et perfide alchimie à rebours commence avec l'acceptation de la dette. Et c'est depuis cette acceptation que, pour reprendre une autre expression de Roumain, Haïti l'a vaincu, patauge dans la boue gouvernementale. Je tiens à souligner un point. La dette a rendu Haïti pauvre, puisque Haïti ne disposait pas de la somme d'argent qui a été, si vous voulez, rendue, restituée, donnée à la France. Mais c'est dans cette pauvreté et c'est dans la structuration de cette pauvreté que les oligarchies haïtiennes ont construit leur richesse. Je tiens à le rappeler, il ne faut pas non plus tomber dans une sorte d'idéalisation. Haïti est aussi un lieu de contradiction et il importe pour nous, Haïtiens, si nous voulons transformer cette société qui n'a fait que produire trop d'injustice et d'inégalité, il nous faut analyser ces contradictions et oser les nommer pour ce qu'elles sont.
Rappelons la phrase de Marx qui jugeait idiot de croire qu'on peut construire une société nouvelle avec des subventions de l'État aussi facilement qu'on choisit un chemin de fer. Et osons penser l'ampleur de ce qu'il faudra restituer. Encore une fois, ce n'est pas une simple affaire de transfert d'argent. Ce qu'il faudra reconstituer, c'est un processus interrompu de libération collective qu'il s'agit de remettre en route. Haïti a gagné par les armes son statut de communauté politique. Rendons-lui cela. Le deal entre un État impérial raciste et une oligarchie, peut-être pas moins raciste, intéressée uniquement par ses profits et les avantages du pouvoir politique, a interrompu son avènement comme société nouvelle habitable par tous ses membres dans des rapports d'équité et une éthique transversale sur fond d'une culture commune, vivante, mais non sans repère. La littérature, et pas seulement dans le cas d'Haïti, a trouvé son langage pour dire cela. Les ruptures et les rabaissements, les héritages coloniaux et leurs effets, les défaites transformées en victoires, la curieuse indépendance de la République dominicaine, les victoires transformées en défaites, les projets révolutionnaires vendus aux plus offrants. Je ne sais pas si l'histoire, en réalité les historiens, ont trouvé le langage pour dire cela. Je ne sais même pas si c'est leur devoir ou leur fonction. Je sais seulement, ou plutôt je sens, qu'il y a une insuffisance quand on se contente de faire des calculs pour parler de restitution. Le drame d'Haïti, c'est un besoin de restauration nationale, roumain encore, ou dans mes mots à moi, un besoin d'instauration nationale qui, sauf exception, n'a pas encore trouvé porteur dans les temples officiels du savoir, comme chez les dirigeants politiques. Ce colloque, dans lequel je sais ne pas être à ma place, est l'une de ces exceptions. Pour retrouver ma place, je vous propose en conclusion l'ailleurs d'un poème, comme une invite à la dissidence. Enfant, j'avais pour moi la vigilance des herbes folles. Je viens du pays des toupies. Je viens d'un pays de fatigue affamée, où les couleuvres s'appellent Madeleine, comme les femmes. J'ai habité longtemps au sommet de la montagne, le lieu dit de la table au diable. Pour l'honneur des captifs et la beauté du geste, j'ai déchiré les voiles des blanches caravelles et d'un coup de pied au cul, fait bouffer aux croisés son désir de Graal. Dis-leur, ô mater, combien je t'ai aimé de Pointe-à-Bec à Source Matelas, de réverbères en bain de lune, accompagner ton pas de la lumière d'un feu doux, sans menace pour les amours clandestines et les yeux des enfants. Je viens du pays des grands doux, et si je danse en chantant 3 feuilles, 3 racines, c'est pour prier Pinga, gare à toi. Je viens d'un pays asphyxié, tailladé, livré aux colons de banlieue qui viennent y doubler leur salaire. Je viens d'un homme crucifié sur une porte. Je viens d'un vent du sud qu'on appelle le Nordé. Je viens de tous les coins du monde, car j'ai fait mienne toute blessure et toute révolte, par choix d'amour et de vie, toute pierre humaine m'est précieuse. Je suis la petite fille qu'on tue à Ramallah. Je suis le dernier vers d'un poème de Ginsberg, le manchot du poème de Brière qui cherche partout son bras coupé pour le tendre à qui manque un bras. Homme de haute et de basse terre, quand je choisis ma destinée, je suis loco, Dieu du vent et de la folie, et me disperse et me dissout sous promesse d'ensemencement dans les petits destins des êtres périssables. Merci de votre attention.